Chapitre 8. La caverne du secret. Grob s'agenouilla pour permettre à Zane, James et Châteaubourg de monter sur son dos. James et Zane s'installèrent chacun sur une épaule, agrippés à la chemise rugueuse du géant pour ne pas tomber. Quant à Châteaubourg, sans se soucier du ridicule, il resta sur le dos de Grob, comme un enfant porté par son père. Il tenait à bout de bras sa baguette allumée, projetant devant le géant un halo de lumière qui leur permettait de voir à quelques mètres et d'étudier le sol autour d'eux. Le sorcier dirigea Grob vers le lac. Alors qu'il se mettait en route, James jeta un coup d'œil en arrière. Harry et Ted n'avaient pas encore trouvé le moyen de monter sur les épaules de Preshka. « Tu ne crois pas qu'on devrait prendre une échelle ?» s'écria Ted. « Il faut juste la convaincre de se pencher et de poser les mains par terre », répondit Harry en gesticulant en direction de la géante. Preshka s'était agenouillée, certes, mais son attention avait été distraite par le jardin potager de Hagrid. Elle venait d'arracher une pleine poignée de ses citrouilles, racines comprises, et les mâchonnait avec entrain. « Ça va aller, » affirmait Hagrid d'une voix calme. « Penche-toi un peu. Voilà. Attention !» Il y eut un craquement sonore. Preshka avait posé la main sur le toit de la cabane à outils, la détruisant complètement. « Tant pis, » dit Hagrid, tapotant gentiment le coude énorme de Preshka. « Vous pouvez monter plus facilement. Utilisez le mur, qui reste comme marchepied. » Preshka cherchait déjà à se redresser. Harry et Ted n'eurent que le temps de se précipiter sur ses épaules. Puis, Grob pénétra dans le bois, à l'est du lac, et la densité des arbres empêcha James de voir quoi que ce soit. Grob prenait un soin étonnant à baisser la tête et éviter les branches basses qui auraient pu renverser ses trois passagers. À chaque pas, James sentait le poids énorme du géant résonner sur le sol, très bas en dessous. Mais, assis sur sa large épaule, il n'était pas secoué comme on aurait pu le croire. Châteaubourg dirigeait Grob d'une voix calme, sa tête près de celle du géant, au niveau de l'oreille. Suivant ses instructions, Grob parcourut des zigzags réguliers en approchant du lac. Puis, il retourna vers l'épaisseur des bois pour fouiller le périmètre alentour. Leur progrès était lent, et le balancement monotone du pas de Grob rendit vite James somnolent. Il secoua la tête pour s'éclaircir les idées, puis étudia à nouveau le sol devant lui, cherchant l'un des indices que son père leur avait décrits. Pour ne pas s'endormir, il expliqua à Zane et à Titus comment il avait aperçu l'intrus sur le terrain de Quidditch. Il leur parla de la caméra et des 2 occasions précédentes où il avait vu le même inconnu aux alentours et à l'intérieur du château. « Tu as déjà vu 3 fois cet homme, alors ?» demanda Châteaubourg de sa grosse voix. « Oui, » admit James. « Et à part ton père, ce soir, personne d'autre que toi ne l'a jamais vu. » James se sentit plutôt mal à l'aise devant cette insistance, mais il répondit « Non, personne. » Ensuite, tous 3 restèrent silencieux un moment. D'après les estimations de James, ils avaient parcouru environ 1/3 du périmètre. Il avait, de temps en temps, quelques aperçus du château quand ils se rapprochaient de la rive du lac et que la vue se dégageait devant eux. Les bois paraissaient déserts, hélas, et tout était normal. Il y avait quelques craquements furtifs de créatures nocturnes. Des grenouilles coassaient dans les roseaux. Chaque fois que James étudiait la pénombre, aux abords du halo de lumière, il voyait voler des papillons de nuit et des oiseaux qui ne semblaient pas inquiets. Personne n'était passé dans ce bois, du moins pas récemment. « Arrête-toi, Grob !» dit tout à coup Châteaubourg d'une voix brusque. Le géant obéit et resta immobile, tournant juste la tête pour regarder autour de lui. James remarqua que sa large oreille était sale, puis il chercha à comprendre ce qui avait alerté Titus. L'aurore était figée, comme s'il écoutait attentivement quelque chose. Quelques secondes passèrent. James était conscient qu'il fallait se taire. Tout à coup, non loin de là, un bruit se rapprocha. Un bruissement de feuilles mortes. Il y eut une sorte de grincement, ou de cliquettement. Puis, plus rien. Ni Grob ni Châteaubourg ne remuaient. James vit l'aurore tourner lentement la tête, cherchant à déterminer l'origine de ce bruit inconnu.
Les sons recommencèrent plus proches, mais toujours cachés par l'obscurité. C'était devant eux, là où le sol formait une petite butte qui leur cachait la vue. D'après James, il y avait quelque chose d'inhumain dans le grincement qu'ils avaient entendu. C'était trop rapide. Il sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque. Châteaubourg tapota légèrement la nuque du géant, puis il désigna le sol en silence. James sentit Groupe s'accroupir, avec une souplesse qui, à nouveau, le surprit. Quand Groupe posa les mains à terre, les feuilles mortes crissèrent doucement sous son poids. Sans bruit, Châteaubourg descendit du dos du géant. Les yeux durs de l'aurore restaient fixés sur la butte. « Vous deux, restez avec !» Il fut interrompu par une agitation soudaine, bien plus près cette fois. James réussit à discerner quelque chose. Les feuilles mortes s'envolaient à l'ombre de la butte. Une bête courait à une vitesse inquiétante entre les arbres, écrasant les buissons. Elle semblait énorme, avec beaucoup trop de pattes. Une curieuse lueur bleuâtre émanait de la chose, et clignotait au rythme rapide de ses mouvements. Quand la bête approcha, Châteaubourg se plaça devant Groupe et ses deux passagers. Avec l'économie de mouvement d'un aurore confirmé, il agita sa baguette et envoya un sortilège de stupéfiction dans les buissons devant lui. La créature modifia sa course, contourna la zone éclairée et plongea dans un ravin. Il était facile de suivre sa piste, grâce à la lumière bleue clignotante. Maintenant dirigée vers le haut, elle éclairait les branches des arbres, tandis que la bête s'enfonçait dans le bois. « Vous deux restez avec Groupe !» gronda Châteaubourg en se lançant au pas de course derrière l'animal. « Groupe, si tu vois approcher quoi que ce soit, tu l'écrases !» Châteaubourg était un homme massif, mais malgré sa taille, il courait de façon remarquablement rapide. En quelques secondes, il avait disparu, tout comme la créature. Il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt. Les deux garçons sautèrent des épaules du géant et s'avancèrent vers le ravin pour y jeter un coup d'œil prudent. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Zane d'une voix hésitante. James secoua la tête. « À mon avis, vaut mieux ne pas savoir. En tout cas, ce n'était pas ce que nous cherchions. »« Encore heureux !» affirma Zane. Un moment encore, les deux garçons surveillèrent le ravin, où Châteaubourg et la bête avaient disparu. Autour d'eux résonnaient les sons habituels d'une vie nocturne active. Les grenouilles coassaient, les papillons voltigeaient, comme si rien ne s'était passé. James et Zane n'entendaient rien, ne voyaient rien. « Jusqu'où va-t-il poursuivre ce truc ?» demanda enfin Zane. Fataliste, James haussa les épaules. « À mon avis, jusqu'à ce qu'il le rattrape. »« Et si c'est la bête qui a attrapé Châteaubourg en premier ?» s'inquiéta Zane avec un frisson. « Tu sais, je trouvais beaucoup plus rassurant d'être sur les épaules de Groupe, si on remontait. »« Bonne idée, » approuva James. Il se retourna. « Groupe !» Il s'arrêta net. Le géant avait disparu. Durant quelques secondes, trop horrifiés pour parler, les deux garçons regardèrent fébrilement autour d'eux. « Là !» dit Zane tout à coup, pointant du doigt la direction du lac. James se retourna et vit Groupe sur la rive. Il escaladait d'énormes rochers couverts de mousse et des arbres tombés. Les deux garçons se précipitèrent. Ils durent contourner une pierre aussi haute qu'une maison, derrière laquelle ils avaient vu disparaître le géant. Mais Groupe s'était encore écarté pour fouiller la terre sous un arbre mort. Puis, il avança plus loin. « Qu'est-ce qu'il fabrique ?» s'écria Zane exaspéré. « Où va-t-il ?»« Groupe !» appela James à mi-voix. Il hésitait à crier, ne souhaitant pas attirer l'attention d'autres créatures monstrueuses. La nuit était de plus en plus dense. D'épais nuages noirs avaient caché la lune, réduisant les bois à une masse obscure et menaçante. « Groupe !» répéta James. « Viens ici ! Qu'est-ce que tu fais ?» Plusieurs minutes encore, Zane et James furent contraints de suivre les traces du géant, se frayant péniblement un chemin le long des rives du lac, passant au milieu des ronces, escaladant à grande peine des troncs d'arbres que le géant avait enjambés d'un pas. Ils réussirent enfin à le rejoindre, au bord de l'eau,
dans une petite anse. Quelques îlots boisés, non loin de là, leur coupaient la vue de la rive d'en face. L'air gorgé d'humidité avait des relents de mousse. Alentour, les insectes bourdonnaient activement. Planté devant un énorme tronc noueux, Groupe dépouillait ses branches de leurs noix, avant de les enfourner dans sa bouche, coque y compris. Lorsque les garçons arrivèrent près de lui, encore haletant, il mâchait avec entrain, produisant de nombreux craquements. « Rope !» s'écria Zane, cherchant à retrouver son souffle. « Qu'est-ce que tu fais ?» En entendant sa voix, le géant baissa les yeux, et son visage exprima la surprise. « Groupe faim !» répondit-il. « Groupe sentir nourriture, Groupe manger et attendre, petit homme revenir. »« Groupe, maintenant nous nous sommes perdus. Titus ne nous retrouvera pas. Il ne sait pas que nous sommes partis, » cria James en essayant de contrôler sa colère. Avec une expression placide, Groupe continua à le regarder et à manger. « Bon, laisse tomber, » dit Zane. « Maintenant qu'on est là, autant qu'il boulotte ses noix. Ensuite, nous lui demanderons de nous ramener là où Titus nous avait dit de l'attendre. » L'Américain se laissa tomber sur un rocher et examina de plus près les égratignures et les bleus récoltés après sa course derrière le géant. James fit une grimace mécontente, mais ce serait inutile de discuter avec Groupe, et il le savait. « Très bien, » admit-il d'un ton sec. « Mange, Groupe, et ensuite tu nous ramèneras, d'accord ?» Groupe poussa un grognement d'agrément. Il tirait si fort vers lui une des plus grosses branches du noyer qu'il provoqua un craquement bruyant. Frustré, James s'aventura près de l'eau, repoussant les mauvaises herbes et les joncs pour avancer. Ici, le lac ressemblait davantage à un marais. Il n'y avait qu'une faible profondeur d'eau stagnante entre la berge et le premier des petits îlots. Ce n'était qu'un petit bout de terre inculte qui émergeait du marécage avec des buissons serrés et quelques arbres. En fait, l'îlot devait même se trouver sous l'eau la plupart du temps. À 3 mètres de là, James vit plusieurs arbres tomber, renversés sans doute par un récent orage. Il pensa que leurs racines n'avaient pas trouvé à s'accrocher dans la terre inondée. Dans cette nuit si noire, la scène était à la fois sinistre et terrifiante. Quand la lune apparut, James décida qu'il était temps de rentrer. Il ne voulait pas que Châteaubourg se lance à leur recherche. Mais alors qu'une lumière argentée émergeait des bois, James se figea. Un frisson de terreur le secoua de la tête aux pieds. La forêt était soudainement parfaitement silencieuse, immobile, comme morte. Plus un animal, ni un insecte ne bougeait. James lui-même semblait transformé en pierre, et seuls ses yeux affolés fouillaient activement l'ombre sous les arbres. D'ailleurs, le silence n'était pas le seul changement dans la forêt. Tout s'était figé, et ce n'était pas normal. « James !» La voix de Zane dans le silence parut inquiète et tendue. « Tu ne trouves pas, je crois, il y a quelque chose d'étrange et... C'est quoi ce truc ?» Zane venait de rejoindre James au bord du lac. « Quoi ?» demanda James en le regardant. « Quel truc ?» Il suivit le regard de Zane et poussa un cri étouffé. L'îlot proche de la berge avait changé d'aspect. James n'arrivait pas exactement à définir la nature de cette différence, mais ce qu'il avait cru être un alignement normal d'arbres et de buissons avait pris, au clair de lune, un tout autre aspect. On aurait dit une ancienne structure, bien organisée. Il était difficile de ne pas voir des piliers et des portes, des gargouilles et des contreforts, le tout forgé dans le bois naturel et le sol de l'île, comme si ce n'était qu'une illusion d'optique. « Je ne suis pas certain d'apprécier ce que je vois. Surtout le pont. » James regarda plus attentivement. Les arbres tombés dans l'eau reliaient l'îlot à la terre ferme, en une sorte de pont naturel, et son aspect avait également changé. 2 larges troncs formaient un passage. Au-dessus, les branches étaient tressées en une tête de dragon, gigantesque et stylisée. Un rocher noir qui surgissait entre les racines tordues représentait l'œil de la bête. 2 autres arbres, tombés en biais, créaient l'arcade de la mâchoire supérieure ouverte, jetant sur le bois noirci une ombre menaçante. On aurait cru cette mâchoire
prête à se refermer sur quiconque osant poser un pied sur le pont. James avança prudemment vers l'étrange structure. « Hey, tu n'as quand même pas l'intention de marcher là-dessus ?» demanda Zane. « Si tu veux mon avis, ce ne serait pas sain du tout. »« Allez !» dit James sans se retourner. « Je croyais que tu voulais vivre des aventures franchement dangereuses. Tu sais, en y réfléchissant, ce genre de choses se déguste à très petite quantité, et cette bestiole qu'on a croisée tout à l'heure me suffit largement. Pas besoin d'en rajouter. » Sans l'écouter, James contourna un buisson épineux, quelques arbustes maigrelet, puis il se trouva planté devant les mâchoires du dragon, face au pont de bois. De près, l'illusion était encore plus parfaite. Des branches de bouleau formaient des poignées lisses et faciles d'accès. Les deux troncs d'arbres, à l'horizontale, étaient proches l'un de l'autre, et des lianes nouées et des feuilles recouvraient leur surface, y formant un souple tapis. « D'accord, dit James. Reste là, moi j'y vais. » Il comprenait l'appréhension de Zane à s'aventurer plus avant, et il ne lui en voulait pas. Mais pour lui, le mystère était une attraction à laquelle il ne pouvait résister. Il posa le pied sur le pont. « Ah, flûte !» gémit Zane en le suivant. Sur l'île, de l'autre côté du pont, de la vigne vierge lourdement chargée de feuilles formait une immense porte d'entrée, aux arcades compliquées. En dessous, l'ombre était dense et impénétrable. James avança plus près et vit que les racines dessinaient sur la porte des signes reconnaissables. « Regarde !» dit-il en chuchotant. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'écrit. C'est un poème, ou des runes, je n'arrive pas bien à voir. » Pourtant, dès que James déchiffra le premier mot, le reste du poème apparut clairement, alors qu'il plissait les yeux depuis plusieurs minutes pour mieux voir. Il lut à voix haute. « Sous la lumière de Sulva, je trouverai la caverne du secret, et quand la nuit correspondra au moment attendu, je quitterai enfin mon sommeil profond pour trouver l'aube et le soleil sans que rien ne manque à mes reliques. Ce sera une nouvelle vie et une ère étrangère quand s'ouvrira le couloir de traversée des anciens. » Quelque chose, dans la nature de ce poème, fit frissonner James. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Zane, après avoir relu 2 fois l'inscription. James haussa les épaules. « La seule chose que je sais, c'est que Sulva est un ancien mot qui désigne la lune. Donc pour les premières lignes, j'imagine qu'on ne peut voir cet endroit que quand la lune est pleine, comme ce soir. Ça doit être vrai d'ailleurs, parce que quand je suis arrivé au bord du lac tout à l'heure, cet îlot paraissait simplement abandonné et désert. À mon avis, ça doit être aussi la caverne du secret. Mais cette découverte ne nous avance pas beaucoup. » Zane se pencha en avant. « Et que penses-tu de ça? Pour trouver l'aube et le soleil? Peut-être devrions-nous revenir quand il fait jour. Franchement, cette idée me plaît bien. » Sans répondre à Zane, James posa la main sur la lourde porte et poussa de toutes ses forces. Le bois émit un sourd craquement, mais sans céder. Par contre, le geste de James provoqua une réaction de l'îlot. Un grondement terrifiant naquit sous les pieds des 2 garçons. Quand il baissa les yeux, il fit un bond en arrière. Des racines jaillissaient sous le pont. La vigne vierge rouge sombre qui formait la porte s'agita, puis émit un crépitement, comme un journal jeté au feu. Des ronces avancèrent, menaçantes, garnies d'épines d'une affreuse couleur violette et qui semblaient venimeuses. James les regarda grossir, les yeux écarquillés. En quelques secondes, elles avaient recouvert la porte, cachant les mots du poème. Sous leurs pieds, le sol ne bougeait plus. « Eh bien, voilà qui règle la question !» dit Zane, d'une voix curieusement au perché. Derrière James, il commençait à reculer prudemment. « Je pense que cet endroit exige notre départ, et vite !»« Attends, je voudrais essayer autre chose, » dit James. Il sortit sa baguette de sous sa cape, et sans trop réfléchir, la dirigea vers la porte. « Allô, Mora !» Quand la lueur dorée émise par la baguette toucha les ronces, leur réaction fut immédiate et très violente. Elles rejetèrent le sortilège qui explosa en étincelles furieuses. Puis, toute l'île frissonna, et la menace muette devint plus pesante. Il y eut un halètement, comme un millier de personnes se mettant à respirer en même temps. Puis,
une voix surnaturelle chuchota. « Allez-vous-en » Sous la véhémence de l'ordre, James vacilla en arrière, heurtant Zane. Les deux garçons s'écroulèrent sur le pont, qui frémit sous leur poids. James, horrifié, vit les arbres bouger au-dessus de lui. On aurait dit que la mâchoire supérieure du dragon se démantibulait. Les branches déchiquetées et pointues ressemblaient de plus en plus à des dents. « Allez-vous-en » répéta Lyle. Le son semblait provenir d'un million de petits êtres mauvais, qui chuchotaient en même temps. Puis, le plancher du pont se souleva, se détachant de la berge. La mâchoire supérieure descendit d'un cran, prête à s'écrouler pour dévorer les deux garçons. Ils reculèrent en même temps, tombant l'un sur l'autre, et se jetèrent juste à temps sur la berge. Le pont s'effondra. Les mâchoires gigantesques claquèrent, avec un bruit affreux. Branches cassées et morceaux d'écorce furent projetés alentour, retombant sur James et Zane, qui reculaient, précipitamment, sur les fesses, poussant des talons parmi les herbes folles, tandis que leurs mains dérapaient dans les feuilles mortes et les aiguilles de pin. Mais sous eux, le sol bougeait encore. Des racines émergèrent de la poussière, des crevasses s'ouvrirent dans la terre. James eut la sensation que la rive se dissolvait sous ses pieds. Son pied tomba dans un trou, et il l'en arracha de justesse, évitant la racine qui s'était déjà tendue pour le retenir. Il recula, cherchant à retrouver la terre ferme, mais sans y parvenir. Une sorte d'avalanche le ramena vers le bord de l'eau. D'ailleurs, la surface bouillonnait, créant un trou, effrayant. Les pieds des deux garçons s'enfoncèrent dans la vase. Elle les aspirait, prête à les engloutir. Zane tendit un bras vers la berge, essayant d'échapper au sable mouvant. James chercha une prise autour de lui, mais rien ne semblait solide désormais. Même les racines des arbres, révélées par les failles du sol, devenaient molles et sans consistance sous ses doigts, couvertes d'une répugnante substance gluante qui moussait un peu partout. Et tout à coup, par miracle, surgit Groupe. Il tomba à genoux, s'agrippa d'une main à un tronc d'arbre, puis de l'autre, récupéra Zane plus proche de lui. Le géant arracha le garçon de la vase et le mit à l'abri sur son épaule. L'Américain s'accrocha à deux mains à la chemise de Groupe, qui se penchait à nouveau pour attraper James, déjà presque immergé par les sables mouvants. Quand il émergea de la boue, une horrible racine poilue jaillit de l'eau et s'agrippa à sa cheville, cherchant à le ramener. Son corps resta un moment écartelé entre la racine et le géant. La force de l'attraction était telle que James craignit de finir en deux morceaux. La racine finit par glisser, toujours agrippée à quelque chose. James baissa les yeux et vit sa chaussure disparaître sous l'eau stagnante. Alors que Groupe commençait à se relever, de nouvelles racines jaillirent du sol tout autour de lui. D'énormes tentacules de bois s'enroulèrent autour des jambes du géant. Elles poussaient de plus en plus vite, resserrant leur prise sur le tissu de son pantalon, auquel elles s'agrippèrent en y plantant leurs épines. Groupe poussa un rugissement de douleur et de colère, puis il tira violemment, déchirant son pantalon et arrachant du sol quelques racines. Mais leur force et leur nombre étaient trop, même pour lui. Le géant retomba à genoux, puis fut penché de force en avant, tandis que d'autres tentacules lui entouraient la taille et remontaient le long de son échine. Agrippés aux épaules du géant, James et Zane surveillaient leur approche. Les racines cherchaient toujours à les atteindre. Groupe hurla quand un nouveau tentacule s'enroula autour de son cou, attirant son visage vers une faille qui béait devant lui. James faillit glisser quand le géant tomba, attiré vers le sol par la force des multiples racines qui l'étouffaient peu à peu. Tout à coup, il y eut un bruyant éclair d'un verre doré, accompagné par une vibration en sourdine. Aussitôt, racines et tentacules reculèrent, comme repoussés par la lumière. Peu à peu, elles lâchèrent prise, manifestement à contre-cœur, et reculèrent, libérant leur proie. De nouveaux éclairs lumineux frappèrent celles qui s'attardaient. Chaque lueur repoussa davantage la masse grouillante, les plus petites racines s'écroulèrent, sans vie, et les plus grandes se contentèrent de s'enterrer à nouveau dans le sol, en produisant un gargouillement immonde. Groupe, Zane et James s'étaient d'abord écroulés. Puis, ils reculèrent le plus loin possible de la rive maudite, jusqu'à la terre ferme. Ils restèrent un moment étendus, le souffle court, parmi les feuilles mortes et les branches cassées. James roula ensuite sur lui-même et se mit à genoux.
Il y avait devant lui une haute silhouette, dont l'aura brillait faiblement, de cette même lumière d'un verre doré qui avait repoussé les racines. Au travers, James aperçut une forme, qui, un peu comme un arc-en-ciel, à la fois attirait et renvoyait la lumière. On aurait dit une femme, très grande, très mince, vêtue d'une longue tunique d'un vert sombre, qui semblait provenir directement du sol. Elle avait des cheveux vert pâle, qui flottaient comme une auréole autour de la tête. Elle était merveilleuse, mais son expression était sombre. James Potter, Zane Walker et toi, Groupe, fils de la terre, vous êtes en danger ici ce soir. Il vous faut quitter les bois. Aucun humain n'est plus à l'abri désormais. James se remit péniblement debout. Qui êtes-vous? Que s'est-il passé? Je suis une dryade, une nymphe de la forêt. J'ai réussi à faire taire la voix de l'île, mais mon pouvoir sur elle ne durera que peu de temps. Chaque jour, elle devient de plus en plus impatiente. Une nymphe de la forêt? Demanda Zane, tandis que Groupe le remettait sur ses pieds, plutôt brutalement. C'est comme un fantôme? Je ne savais pas que les arbres avaient des fantômes. Je suis une dryade, un esprit des bois, attaché à un seul arbre. Tous les arbres de la forêt ont leur esprit, mais après des siècles et des millénaires de sommeil, notre pouvoir a peu à peu diminué, jusqu'à maintenant. Naïades et dryades ont été réveillés, et nul d'entre nous ne sait pourquoi. Les rares humains, qui autrefois communiquaient avec les arbres, ont disparu, et leur science est oubliée. Nous appartenons au passé, et pourtant nous avons été rappelés. Rappelés par qui? Demanda James. Pour le moment, nous l'ignorons, et je peux vous assurer que nous avons tout tenté pour le savoir. Il y a une discordance parmi nous. Beaucoup d'arbres se souviennent de la scie des hommes, qui se soucient fort peu de veiller au reboisement. Les arbres les plus vieux sont en colère. Ils ont tourné et souhaitent la perte des humains. Ce sont eux qui gagnent pour l'instant. Vous avez été soumis à leur colère, mais pas de la façon dont ils l'auraient voulu. « Que voulez-vous dire, ce sont eux qui gagnent » demanda Zane. Il fit un pas en avant, les yeux plissés, pour mieux voir la magnifique dryade. « Quel est cet endroit? Cette île étrange? Que signifie le couloir de traversée des anciens ?» La durée de vie des hommes sur la terre est courte. Mais nous autres, dryades des arbres, regardons les années passées comme s'il s'agissait de jours. Pour vous, les étoiles semblent immobiles, mais nous étudions les cieux comme une chorégraphie, dit l'apparition d'une voix douce, presque rêveuse. Depuis notre réveil, la danse des étoiles est devenue plus agitée. Les astres proposent des milliers de futurs, tous plus sombres les uns que les autres pour le monde des hommes. Tout se décidera bientôt. Il n'y a qu'un seul destin favorable. Tous les autres vous apporteront des bains de sang, des pertes innombrables, de grandes douleurs, des temps bien funestes. La guerre, la terreur et la violence, des tyrans, des famines. Tout sera déterminé à la fin de ce cycle. Nous autres, les arbres, ne pouvons qu'en être spectateurs. Mais certains parmi nous restent fidèles au souvenir de l'harmonie qui régnait jadis entre les hommes et la flore. Aussi, quand le temps viendra, nous vous aiderons autant que possible. James se trouvait presque hypnotisé par la voix de la dryade, mais il ressentit en l'écoutant un accès de désespoir et une frustration de plus en plus importante. Vous avez dit qu'il existait une chance d'éviter la guerre. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous influencer le destin? Le visage de la dryade s'adoucit. Ses immenses yeux liquides eurent un sourire triste. « Il n'y a aucune chance de prédire les conséquences des actions entreprises, » répondit-elle. « Peut-être que ce que tu fais déjà aidera à préserver la paix. Peut-être les mêmes choses amèneront-elles la guerre, quelles que soient tes bonnes intentions. Tu dois faire ce que tu sais faire, l'esprit ouvert et le cœur pur. » Zane ne put retenir un rire moqueur. « Sensei, voilà qui ne nous aide pas beaucoup. » Aucun des deux autres ne lui prêta la moindre attention. « Il y a bien plus de dangers en attente dans la trame du destin que tu ne le sais déjà, James Potter, » dit la dryade en avançant si près de James
que son aura éclaira le visage du garçon. L'ennemi de ton père, celui qui ignorait tout de l'amour, est mort. Mais son sang bat encore, dans un cœur différent. Le sang de ton pire ennemi est toujours en vie. James sentit ses genoux vaciller. Il faillit tomber à la renverse et tendit la main pour se retenir à un tronc d'arbre. « Voldemort !» bredouilla-t-il dans un chuchotement horrifié. La dryade hocha la tête, refusant de toute évidence de prononcer ce nom. Son grand projet d'immortalité a échoué, à cause de ton père. Mais cet homme avait des ressources innombrables. Il avait préparé autre chose. Un successeur. Un héritier. Son sang bat encore aujourd'hui, dans un cœur différent, à moins d'1 kilomètre d'ici. « Qui ?» demanda James, les lèvres tremblantes. « Qui ?» Mais la dryade se contenta de secouer la tête, tristement. « Je n'ai aucun moyen de le savoir à distance. Il me faudrait être en sa présence pour le reconnaître. Il y a d'autres arbres qui s'opposent à nous, qui restons fidèles aux hommes. Nos ennemis limitent notre vision et maintiennent beaucoup d'entre nous dans un sommeil artificiel. Nous savons simplement que ce cœur bat, tout près, mais rien de plus. Tu dois faire attention, James Potter, et te tenir prêt. Le combat de ton père est terminé, le tien va commencer. » La dryade commençait à faiblir. Elle ferma les yeux, comme prête à s'endormir ou à s'évaporer. Du côté du lac, il y eut un sourd craquement, puis un bruit d'eau. « D'accord, » dit Zane avec un entrain forcé. « Et si nous remontions sur les épaules de notre petit copain Grope pour ficher le temps d'ici? Je tiens vraiment à oublier définitivement tout ce qui concerne cet endroit. Pas toi ?» Peu après, avant même d'être revenus à leur point de départ, Grope et ses 2 passagers rencontrèrent Titus Châteaubourg. Le visage de l'Aurore était crispé de fureur, mais il se contenta de dire « Vous allez bien, tous ?»« À peu près, » répondit Zane, penché sur une épaule du géant. « Mais laissez-moi vous dire que nous avons vécu quelque chose de franchement surprenant. »« J'imagine, » grommela le sorcier à l'adresse des 2 autres.